Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires sur vos chaînes régionales de la TNT et sur TV5 Monde. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Dans les mois qui viennent, nous allons beaucoup entendre parler des élections présidentielles et des candidats à déclarer. D'autres sont déjà sur la ligne de départ pour tenter de réunir les 500 signatures des maires. Précieux sésame pour pouvoir se présenter devant les Français. Parmi eux, une jeune femme, inconnue de nous tous pour l'instant, de 29 ans, dont Vosges Télévisions nous dresse le portrait dans ce journal dans un instant. Dans ce journal également, c'est le mois sans tabac, le mois pour arrêter de fumer. Il faut savoir que 25% des 18-75 ans fument quotidiennement. Un problème qui concerne particulièrement l'île de Beauté, comme vous le verrez dans ce reportage de nos confrères de la chaîne Via Télé Paese en Corse. Et puis le portrait dans ce journal d'un adjoint au maire, d'un député, d'un sénateur, d'un ministre, d'un président du conseil régional et départemental en 60 ans de vie politique. Jacques Valade a des histoires à raconter sur la Nouvelle-Aquitaine et c'est ce qu'il fait devant nos caméras tout à l'heure. Nous resterons en Nouvelle-Aquitaine, ça swing chez Jean-Didier Lange. Dans ce journal, place à la musique et plus précisément au jazz. Nous vous ferons découvrir 6 musiciens aussi doués en imagerie médicale qu'en musique. Et puis le 11 décembre, vous découvrirez le nom de celle qui succédera à Amandine Petit, Miss France 2021. En attendant, la chaîne Via ATV a pu assister aux préparatifs de Miss Martinique avant qu'elle ne quitte son île pour la capitale, à découvrir à la fin de ce journal. Dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons beaucoup entendre parler des élections présidentielles et comme je vous le disais dans les titres, il y a également d'autres candidats que ceux que nous connaissons actuellement. Moins connus, ceux-là, ils ont aussi leur mot à dire, comme l'exemple d'Anne, une scientifique de 29 ans qu'Aurélie Colombel et Marie-Danielle Rogovitz de Vosges Télévisions sont allées rencontrer à Saint-Dié-des-Vosges. Regardez. Cette jeune déodacienne de 29 ans est sans doute pour vous une inconnue, peut-être plus pour longtemps. À bout des désillusions que lui offre le monde politique et des lenteurs administratives françaises, Anne a décidé d'aller au-delà et de présenter sa candidature aux élections présidentielles de 2022. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire et de réfléchir à l'ensemble des problématiques et finalement aboutir à une ébauche de programme et se dire en fait, on va le peaufiner, on va l'étoffer et ça va être un programme que je vais présenter aux élections présidentielles. Si 12 000 internautes suivent son profil, Anne vient aussi de tirer 800 exemplaires d'un programme d'une quarantaine de pages qui développe sa vision d'un meilleur avenir pour la France. Cette thématique y sont évoquées, quelle tâche maintenant de faire connaître. L'objectif sera bien sûr d'obtenir le fameux sésame qu'offrent les 500 signatures en février prochain. 42 000 élus sur le territoire reçoivent actuellement de nombreuses sollicitations comme celle-ci, déjà près d'une trentaine à ce jour sur la ligne de départ. Son mari endosse le costume de directeur de campagne pour l'aider à obtenir ces fameux parrainages indispensables pour entrer dans la cour des grands. C'est un travail énorme. On essaie de contacter des gens, donc construire l'équipe. Évidemment, on construit un mouvement qui devra devenir un parti. On est conscient on a besoin d'un parti. Scientifique et dotée d'un master en microbiologie, Anne dit ne pas être là pour des questions d'ego, mais pour défendre des idées. C'est vraiment la science au service de l'homme et de la nature, donc pour des choses concrètes. Par exemple, pour l'agriculture biologique, aujourd'hui, on est bloqué un peu dans les moyens pour faire une agriculture biologique, donc sans utiliser d'herbicides ou de produits phytosanitaires. On pourrait très bien créer et développer des robots qui se rechargeraient à l'énergie solaire et qui permettraient de désherber mécaniquement. Son ambition est de créer un revenu universel, simplifier les démarches administratives, instaurer une démocratie participative à l'échelle du pays, se protéger de l'immigration illégale. Anne se dit inclassable sur l'échiquier politique, ayant fait le choix du bon sens qui n'existerait pas dans l'offre actuelle. Dans l'actualité, un tout autre sujet maintenant, la grogne des pêcheurs à Port-la-Nouvelle dans l'Aude, à 30 km au sud de Narbonne. Ils sont contraints au chômage technique à cause de la hausse du prix du gazole et de la baisse du nombre de jours de pêche imposés par le plan européen de gestion des ressources de la Méditerranée. Sur place, Barry Isaac de Via Occitanie est allé écouter leurs revendications. En Occitanie, les chalutiers ont la tête sous l'eau. À Port-la-Nouvelle, 3 bateaux sur 5 sont à quai depuis plusieurs mois. En cause, la hausse du prix du gasoil et la réduction de l'effort de pêche. Une accumulation qui rend les marins furieux. Il y a une flambée de tout et nous, on subit tout ça. Et nous, on ne répercute pas, comme beaucoup de
de travailleurs indépendants, les hausses du prix du carburant ou autres. Et on ne les répercute pas. Et ça c'est vraiment contraignant pour les armements. Et je vous dis, c'est l'équipage. Ça devient un problème social. En 3 ans, le nombre de jours de pêche autorisés est passé de 220 à 183 et devrait encore diminuer l'année prochaine. Sachant que chaque marin est payé à la part, c'est-à-dire plus il pêche, plus il est payé. Résultat, certains bateaux ont dû mettre au chômage partiel leurs équipages et n'ont plus de rentrée d'argent. Conséquence, manque de chiffre d'affaires pour moi et pour l'entreprise et pour les marins. Donc ils sont droit à la catastrophe. Au fur et à mesure, on est à la limite de ce qu'on peut faire. On demande qu'à d'aller travailler. Nous, c'est notre force, c'est d'aller à la mer. Contre le quai, si on ne va pas à la mer, il n'y a pas de salaire. Dans ce port, certains bateaux sont immobilisés jusqu'en 2022. Les marins espèrent que des discussions auront bientôt lieu afin de trouver des solutions concernant la pêche chalutière en Méditerranée. Voilà, sans transition, et si vous profitiez de ce mois de novembre pour arrêter de fumer, comme je vous le disais en titre de ce journal, c'est le mois sans tabac, un mois pendant lequel de nombreuses initiatives fleurissent un peu partout pour aider les fumeurs à en finir avec cette très très mauvaise habitude. On s'est rendu en Corse avec Alban Gingembre et Ange Orsini de Via Tele Paese, où le problème semble beaucoup plus important que partout ailleurs, comme l'explique le tabacologue Christian Saint. Écoutez-le. La Corse est une région où on fume le plus, tout simplement parce qu'on a déjà plus d'habitants de tabac pour 100 000 habitants en Corse que sur le continent. Deuxièmement, on trouve en Corse des cigarettes un peu de partout. Et en plus, donc, on a le problème du prix, puisque le prix est 25% moins cher que sur le continent, mais à contrario, on a 25% de cancers en plus. On a une augmentation des cancers bronchiques en France continentale de 20%, en Corse on est à 47%. L'importance du bien-être animal dans nos vies. Le 5 novembre dernier, un couple de Tarn-et-Garonne comparaissait devant le tribunal correctionnel de Montauban. Il est accusé d'avoir abandonné volontairement un cheval, 2 poneys, 3 chiens. 3 associations de protection animale se sont constituées partie civile dans ce dossier. Écoutez Lisa Fernandez, présidente du refuge qui a recueilli les animaux blessés, au micro de Clément Gassi de la Dépêche du Midi, nos correspondants sur place. Au mois de février, je reçois un appel de la gendarmerie de Grisol me disant que l'affaire avait été classée sans suite et qu'il fallait rendre les animaux. Donc là, c'était juste impensable. On a fait une pétition, on a demandé à ce que le dossier soit réouvert, on a eu gain de cause. Et depuis, on a attendu ce procès avec impatience. Ils nient tout en bloc. Ils ont eu plein de versions contradictoires pour se justifier de ce qui s'était passé. Et surtout, ce qui était le plus dramatique, c'est que quand on est intervenu chez eux, même face à l'évidence, quand on a sorti la ponette de sous la bâche qui était infestée d'asticots, ils trouvaient ça normal. À aucun moment, ils trouvaient normal qu'on l'embarque pour l'amener chez le vétérinaire. Voilà, et le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre prochain. Tout à fait autre chose, le 11 novembre dernier, nous commémorions le 103e anniversaire de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir la tour d'Ulster à Thiepval dans la Somme, érigée il y a près de 100 ans en mémoire des soldats disparus. Le gardien des lieux, Nigel Davis, a accepté de jouer les guides pour Jérôme Boubron de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord sur place. Regardez ce reportage. Du haut de ses 21 mètres, elle incarne la mémoire de la Grande Guerre. La tour d'Ulster rend hommage aux soldats irlandais de la 36e division venus combattre dans la Somme. Quand Nigel Davis a eu l'opportunité il y a 2 ans d'en devenir le gardien, l'enseignant retraité ne s'est pas fait prier. C'était pour moi une évidence. Des aïeux de ma famille ou de certains amis ont péri ici. Ici, on rend hommage aux défunts tous les jours, et pas seulement à certaines dates, comme le 1er juillet ou le 11 novembre. Ici, on se souvient des soldats chaque jour de la semaine. La tour d'Ulster, premier mémorial érigé dans la Somme, voit le jour en 1921. Au fil des ans, couronnes et plaques commémoratives viennent orner les murs de l'édifice. Dans son musée, Nigel a accumulé munitions et objets en tout genre. Les derniers souvenirs de la vie dans les tranchées. On a pas mal d'équipements militaires ici. Mais pour moi, ces objets du quotidien, ce crayon, cette pipe ou même cette brosse à dents sont chargés d'émotions. Et selon moi, veulent dire plus que du matériel militaire.
Le 1er juillet 1916 marque le premier jour de la bataille de la Somme, le plus sanglant de toute l'histoire de l'armée britannique. 58 000 hommes y perdent la vie ou sont portés disparus. La tour d'Ulster, réplique de la Helen Tower de Belfast, symbolise aujourd'hui le devoir de mémoire inébranlable du peuple britannique. Pour les Britanniques et surtout les civils, en fait, ils voyaient leurs soldats partir, donc c'est-à-dire que s'enlister, travailler, s'entraîner et partir au combat. Et au mieux, ils les voyaient revenir complètement transformés, traumatisés, métamorphosés. Au pire, ils les voyaient parvenir. Chaque année, près de 250 000 touristes étrangers visitent ce théâtre de la Grande Guerre, majoritairement des Britanniques. Mais en 2020, crise sanitaire oblige, la plupart de ces sites touristiques sont restés déserts. Nous nous rendons maintenant dans ce journal sur les côtes bretonnes où une algue peut en cacher une autre. En effet, si les algues vertes sont un véritable fléau difficile à endiguer là-bas, les algues rouges, elles, ont des vertus non négligeables. Vous allez le voir dans ce reportage de Karine Chevrolier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme sur place. Des tapis d'algues rouges sur les plages de la presqu'île de Rhuys, conséquence de la tempête Aurore. Chaque année, plus de 100 000 tonnes d'algues s'échouent entre ce littoral et celui de la Vendée. C'est pas un problème, c'est naturel. Aujourd'hui, l'algue, c'est des plateaux qui poussent en pleine mer et qui arrivent à une certaine maturité, ils se décrochent naturellement et arrivent par les courants et les coups de tempête. Des algues riches en minéraux et répandues depuis des générations sur les parcelles agricoles du territoire. Mais si elles sont ramassées aujourd'hui, c'est pour en extraire les principes actifs. Un procédé mis au point par l'entreprise morbihanaise Olmix. Quand on regarde la composition de l'algue, on va trouver des sucres qu'on va retrouver que dans les algues. On va aussi retrouver des minéraux et des protéines. Et ce qu'on a réussi à faire depuis des dizaines d'années, c'est d'extraire chacun de ces principes et de trouver un marché en nutrition animale, en nutrition végétale. Ces principes actifs sont immunostimulants en cas de stress thermique ou hydrique, une alternative aux pesticides et fongicides. Le but, c'est de bien renforcer la plante et les animaux et travailler correctement sur les méthodes d'élevage. Et dans ce cas-là, on peut réduire, voire entièrement supprimer les fongicides, les pesticides, les antibiotiques. L'algue rouge est revalorisée à 100% par l'entreprise. Et ses principes actifs sont exportés dans plus de 100 pays dans le monde. Pionnière sur leur exploitation, Olmix travaille à s'ouvrir de nouveaux marchés portés sur la cosmétique et l'alimentation. Et puis direction dans ce journal maintenant le château de Versailles, plus précisément ses grandes écuries, non pas pour faire du tourisme, mais pour l'inauguration du campus Versailles, 850 mètres carrés consacrés à la formation, notamment à celle des métiers de l'artisanat et du patrimoine. Justine Brasier de TV78 a assisté pour nous à l'événement. Paysagisme, patrimoine bâti, design et métiers d'art, tourisme ou encore gastronomie. Voici les domaines qui sont enseignés au campus Versailles Patrimoine et Artisanat d'Excellence. Le pilote du projet vient d'être officiellement inauguré ce lundi 9 novembre à Versailles. Le pilote, c'est la préface, on va dire, le préfigurateur de ce que doit être le campus, de ce que devra être le campus à horizon 2024-2025, puisqu'on occupe actuellement en face du château de Versailles la tête de la grande écurie qui est en face du château. C'est 600 mètres carrés de plateaux qui sont mis à disposition par le château de Versailles pour travailler sur la voie professionnelle. À terme, en 2025, plus de 6000 mètres carrés de plateaux seront dédiés au campus. Pour l'heure, ici, 2 diplômes universitaires ont déjà été mis en place, de la forêt au salon et de la terre à la table. Objectif, couvrir une multitude de métiers pour affirmer un projet. En traitant de la sylviculture, de l'aspect arboricole, du design d'objets, de l'ébénisterie, de la menuiserie, de la charpente. Donc on voit un maximum de choses dans cette chaîne de valeur qui est liée au bois pour qu'on puisse, pour un étudiant, se positionner sur un projet qui l'intéressera. Le campus vise également l'hôtel à projet, une partie qui consiste à répondre à des demandes de professionnels du château de Versailles ou encore d'enseignants. C'est le cas de ces tables modulables inspirées des jardins de Versailles pour des salles de réunion. Ça nous permet, donc pour un lieu de prestige qui est Versailles, de mettre en avant aussi notre travail, de montrer ce dont on est capable, ce dont les élèves accompagnés des enseignants sont capables de réaliser. Et ça nous permet aussi d'avoir une expérience avec on va dire des vrais clients. La grande rentrée a lieu le 13 octobre. Pour cette première année, le campus regroupe une 50aine d'étudiants. Voilà, et puis dans ce journal, nous vous présentons souvent des livres écrits par des personnalités issues des territoires. Jacques Valade a écrit Itinérances inattendues aux éditions Le Bord de l'eau.
Nous nous rendons à Bordeaux où l'homme politique y raconte 60 ans de vie politique entre la mairie, l'Assemblée, le Sénat. Lui, le professeur de chimie qui ne se prédestinait pourtant pas à tutoyer le pouvoir. Il se confie au micro de Christophe Rigaud sur place. À 91 ans, Jacques Valade fait le bilan d'une carrière politique bien remplie. Dans son ouvrage « Itinérance inattendue », cet ancien professeur de chimie revient sur son parcours. Adjoint de Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux, ministre, président du département de la Gironde et de la région Aquitaine, toute une époque où les mandats se cumulaient. Il est exclu de pouvoir avoir une vision réelle et porteuse d'avenir si on n'a pas une base territoriale forte. Jacques Chaban-Delmas disait qu'un homme politique doit toujours avoir, en dehors de ses activités parisiennes ou nationales, un château fort, un donjon. Et le donjon de Chaban, c'était Bordeaux. Aujourd'hui, Jacques Valade regarde toujours avec attention l'évolution de Bordeaux et de sa métropole. Un territoire marqué par l'industrie automobile et aéronautique, mais qui a su aussi prendre le virage des nouvelles technologies. La mutation vers le tertiaire, qui a été négative par certains côtés parce qu'on a trop donné de l'accent au tertiaire en oubliant ce que l'industrie pouvait apporter, mais la relève se fait par rapport à l'informatique, par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à la télévision, par rapport au cinéma. Il y a une activité qui n'est pas négligeable et qui, je pense, est bien relayée d'ailleurs au niveau de la région. Jacques Valade a terminé sa carrière publique en 2017 comme ambassadeur thématique pour la coopération décentralisée en Asie, une passion pour l'Extrême-Orient qu'il continue toujours de cultiver. Nous ouvrons une page sportive dans ce journal maintenant. Il s'appelle l'USM Ninja, mais ne vous fiez pas à leur nom. En réalité, ils pratiquent le baby-foot. Non pas dans un café, mais en compétition. Un sport original et rare puisque seules 2000 personnes le pratiquent en France et une vingtaine dans ce club du Mans où s'est rendu Enzo Maubert pour LM TV Sarthe. Nos correspondants sur place, regardez. Table numéro 3, Florian Robin avec Bruce Alain. Non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien à un tournoi professionnel de baby-foot. Chaque semaine, les joueurs du club des Ninjas du Mans se retrouvent pour inscrire des buts à coups de poignet. Mais attention, ici on ne joue pas tout à fait comme dans un bar. On a des baby-foot du matériel qui est relativement proche de ce que l'on peut avoir au bar, mais c'est pas exactement la même chose. On a des règles qui sont totalement différentes et un style de jeu qui est totalement différent également, qui est plus rapide comparé à ce qu'on peut avoir au bar avec une balle en liège. Ici, on joue avec des balles plastiques. Parmi la vingtaine de pratiquants inscrits au club, il y a Lucas, 23 ans. Il a déjà participé à plusieurs compétitions et vient s'entraîner chaque jeudi soir dans la bonne humeur. Pas question pour autant de laisser gagner ses adversaires. Je prends autant de plaisir quand je joue au bar, au lycée qu'au club. La différence, c'est qu'il y a l'esprit compétition. En France, seuls 2000 licenciés comme Lucas sont recensés. Trop peu pour en faire un véritable sport selon le ministère. Mais malgré les apparences, jouer au football de table, c'est le nom officiel, demande technicité et endurance physique. On ne dirait pas, mais c'est très complet. Déjà le physique, parce que souvent on part des week-ends, c'est 2 jours, toujours debout, toujours à marcher. En plus de ça, c'est de la stratégie, de la mémoire, parce qu'il faut se souvenir de tous les tirs de l'adversaire, tout ce qu'il t'a fait. Donc c'est beaucoup de points qui font du bien sport. Le club organise ce samedi 6 novembre un tournoi que le public peut venir regarder. C'est à la salle La Persévérante, au Mans, dans le quartier Gambetta. Et pour celles et ceux qui se posaient encore la question, sachez qu'au baby-foot, la roulette est bel et bien interdite. Nous partons dans ce journal pour la Loire-Atlantique avec des octogénaires graffeurs. Ce n'est pas chose courante et pourtant Télé-Nantes en a rencontré à Rézé, où une association Pick-up Production propose des ateliers aux seniors, comme vous le voyez sur ces images. Et pour continuer à leur faire découvrir la culture de la rue, il est prévu qu'ils s'initient, eh oui, au hip-hop. Après la bombe, à eux le smurf et le hit spin. C'est vrai que j'ai plus l'habitude souvent de faire des ateliers avec des jeunes qui justement viennent vraiment parce que c'est quelque chose qui est assez cool, on va dire, le graffiti et le street art. Là du coup c'est vraiment un autre public mais qui est à l'écoute, qui est vraiment à l'écoute en demande de découverte justement. Nous repartons pour la Nouvelle-Aquitaine dans ce journal. Ils sont radiologues, ingénieurs informaticiens et musiciens de jazz. Je vous en parlais dans les titres de ce journal. Ce sont les Blue Note Sextet,
un groupe d'amateurs réunis par Jean-Didier Lange, l'ancien président des Girondins de Bordeaux, et Christophe Rigaud a rencontré pour le Grand JT des Territoires ce groupe plutôt étonnant. Regardez, mais surtout écoutez. Toutes les semaines, c'est un rituel pour ces passionnés de jazz. Ils ont rendez-vous dans les environs de Bordeaux pour partager leur amour de la musique. Ils sont ingénieurs, informaticiens, radiologues ou médecins, et ils entretiennent depuis 13 ans une amitié musicale, sous la houlette de Jean-Didier Lange, avocat et ancien président des Girondins de Bordeaux, pour qui le jazz occupe une grande place dans sa vie. La musique, ça permet de sortir complètement de soi. C'est la seule chose qui vous tient éveillé la nuit pour certains. Et c'est la seule chose où on ne voit pas passer le temps, quoi. Donc on peut se retrouver à 3h du matin, très éveillé, très excité, et on a toujours envie de jouer, quoi. Voilà. Donc c'est un truc qui vous fait sortir de vous-même, quoi. Au sein du groupe Blue Note Sextet, on retrouve des parcours et des niveaux musicaux différents, mais aussi toutes les influences. J'ai beaucoup accroché avec des gens comme Chick Corea, comme Pat Metheny. Voilà, c'est plutôt ça. Enfin, s'il y a des gens que je kiffe vraiment dans le jazz, c'est... Je suis venu au jazz par le jazz rock. J'ai commencé par écouter ça quand j'étais adolescent. Et petit à petit, j'ai un peu fait le chemin inverse, c'est-à-dire que j'ai remonté le temps, quoi. J'ai commencé par jouer des musiques plus anciennes, jusqu'à jouer récemment. J'ai joué un peu de jazz de la Nouvelle-Orléans. Et pour le choix des morceaux, la décision est collégiale. Personne n'impose rien. On propose, s'il y en a un qui n'est pas satisfait du morceau, on laisse tomber, purement et simplement. Il n'y a pas de discussion. Tout se passe dans la détente et la bonne humeur. Voilà, et c'est très agréable. Si le groupe est composé de musiciens amateurs, ils viennent pourtant d'enregistrer récemment leur 2e album. Un aboutissement pour ces amoureux du jazz. Jamais j'aurais pu imaginer que j'aurais pu enregistrer un disque. Donc oui, c'était une grande fierté, quoi, d'arriver à enregistrer un disque. Puis on a la chance d'avoir Marc qui nous a fait un travail fantastique. Jouer ensemble pour partager et se faire plaisir, c'est la principale motivation de Ludovic, le dernier arrivé dans la bande. Mais cette aventure lui a surtout permis de progresser. Là, c'est vrai, on peut être porté, on entend le piano qui va faire ça, on entend un tel qui joue ça, et ça nous donne des idées, c'est ça l'interaction. Et donc, la semaine d'après, on va travailler, puis on va continuer à essayer de reproduire les choses, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà, de la musique et une ambiance bien sympathique. Tout à fait autre chose, Caril Chassol et Jean-Marc Quarteron de Via TV ont eu la chance, eux, de suivre la toute nouvelle Miss Martinique. Elle s'appelle Floriane Bascou. Vous allez la voir se préparer avant de s'envoler pour Paris et peut-être décrocher le titre de Miss France 2022. Regardez ce reportage en Martinique. À quelques heures du départ vers l'Hexagone, c'est une Miss Martinique plutôt confiante que nous retrouvons chez elle au Lamentin. Au programme de cette journée, repos en famille, mais aussi préparation des valises. Floriane Bascou profite pleinement de ces derniers instants en famille, même si elle est impatiente de poursuivre cette belle aventure. Dans ma première semaine à Paris, je vais poursuivre ma préparation avec l'organisation Miss Martinique et par la suite, je serai prise en charge par le comité Miss France. Et nous partirons à la Réunion avec les 28 autres candidates. J'ai hâte d'ailleurs de faire leur connaissance. Sa mère profite de ces derniers instants avec Floriane, car contrairement à son mari, elle ne sera pour l'instant pas du voyage. Après cette élection, j'ai donc, avec Floriane, j'ai eu une discussion, plusieurs discussions pour
lui faire voir que bon, la situation sera un peu plus complexe que celle qu'elle vit actuellement en Martinique et lui donner des conseils pour qu'elle puisse être quand même assez avisée par rapport à toutes les situations qu'elle pourrait éventuellement rencontrer. Outre la présence de ses parents, Floriane est accompagnée de son intendante. Natacha s'est occupée de tous ses rendez-vous depuis son élection et à l'approche du départ, elle veille à ce que rien ne manque. Dernière ligne droite, c'est le grand départ. Donc je vise à ce que tout soit bien préparé, qu'elle n'oublie rien et puis que psychologiquement surtout elle se sente bien et qu'elle prenne plaisir à faire ce qu'elle fait. Voilà, et rendez-vous le 11 décembre à Caen pour connaître le nom de celle qui succédera à Amandine Petit, l'actuelle Miss France 2021. Bonne chance à Floriane, bien sûr, et à toutes les autres candidates, bien entendu. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes régionales de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve bien sûr pour une prochaine édition. Au revoir à tous et bon courage.